Un général n'avait pas marché depuis 15 ans jusqu'à ce que la nouvelle soldate noire fasse l'impossible. Soldat Carter, écartez-vous. Il n'a pas besoin d'aide. Nila ne bougea pas. Agenouillée sur un genou dans l'herbe douce, elle tenait les sangles tendues de l'attelle du genou du général à deux mains. Stable, calme, assurée. Autour d'elle, d'autres soldats interrompaient leurs exercices. Certains chuchotaient, d'autres se contentaient de fixer du regard, incertains de ce à quoi ils assistaient. Le général Alan Strickland, aux cheveux argentés et au visage de pierre, était assis dans son fauteuil roulant, raide dans son uniforme de cérémonie bleu marine foncé. Ses mains reposaient sur ses cuisses, immobiles. Son expression était illisible. Tout le monde connaissait son histoire. Il y a 15 ans, lors d'un déploiement secret à l'étranger, son convoi avait été touché. Les médecins avaient dit qu'il avait eu de la chance de survivre. Les dommages à la colonne vertébrale étaient permanents. Aucune chance de guérison, avait-il dit, sauf la chaise. Mais la première classe Nila Carter, nouvelle sur la base, ne le lisait pas comme un mythe. Elle le lisait comme un homme. « J'ai examiné vos dossiers, dit-elle doucement, ajustant la sangle latérale avec soin. Vos scanners, le tissu cicatriciel, les opérations. Vous n'aviez pas l'autorisation de faire cela, dit le général d'un ton monocorde. J'en avais besoin, répondit-elle. Un murmure se répandit parmi les autres soldats. Nila était jeune, une vingtaine d'années, mince, cheveux noirs tirés sous sa casquette. Son treillis couleur camel était encore neuf, ses bottes pas encore éraflées, aucun grade au-delà de soldat, pas de galon, juste des yeux qui ne sciaient pas. Le général plissa les yeux. « Vous pensez que je n'ai pas été examiné par les meilleurs ? » « Monsieur, dit-elle calmement, parfois, les meilleurs se lassent d'essayer. »« Je ne l'ai pas fait. » Il la fixa, une lente chaleur montant dans sa poitrine. « Vous dépassez les bornes, soldat. » Mais ses mains ne quittèrent pas l'attelle. « Avec respect, monsieur, vos groupes musculaires fessiers et quadriceps présentent une activité résiduelle. Minimale, oui, mais mesurable. Vos neurones moteurs inférieurs tirent toujours. Cela signifie qu'il y a une voix. Faible, mais vivante. » Il cligna des yeux. Ce n'était pas quelque chose que ses médecins lui avaient dit depuis des années. La plupart avaient cessé de dire quoi que ce soit. Il gérait la douleur, les médicaments, la logistique. Personne n'avait parlé de possibilités depuis plus d'une décennie. Elle continua. « Vous avez construit une vie autour de la chaise. Je comprends. Vous avez dirigé depuis elle, commandé depuis elle, gagné des médailles depuis elle. Mais monsieur, elle marqua une pause, serrant la sangle finale. Vous n'avez pas fini ce que votre corps veut faire. » Un long silence s'étira. En arrière-plan, les pompes continuaient. Les cadets aboyaient les exercices, mais cette partie du terrain restait immobile. La mâchoire de Strickland travaillait, ses mains se serrant légèrement sur ses cuisses. « Vous pensez que je n'ai pas essayé de me lever ? Je pense que vous n'avez pas réessayé. Pas depuis la dernière fois que quelqu'un vous a dit d'arrêter d'espérer. » Elle le regarda finalement droit dans les yeux. Cette personne n'était pas moi. Sa respiration était régulière mais profonde maintenant. Vous présumez beaucoup pour une soldate. Elle se leva, non pas avec arrogance, mais avec conviction. J'étais technicienne en neurorééducation avant de m'engager. Mon unité était spécialisée dans le recyclage des systèmes endommagés. J'ai vu des membres bouger après des années de silence. J'ai vu des colonnes vertébrales répondre après que tous les scanners aient dit non. Et vous pensez que ma colonne vertébrale va vous obéir ? Dit-il sèchement. Je pense que votre esprit l'a déjà fait, dit-elle. Votre corps attend la permission. Ce n'était pas de la drague. Ce n'était pas de l'arrogance. C'était la vérité. Et cela le frappa plus fort que n'importe quel discours qu'il avait entendu depuis sa blessure. Il voulait se moquer, la renvoyer comme les autres. Mais quelque chose dans son assurance l'arrêta. Elle n'essayait d'impressionner personne. Elle n'avait pas cherché l'attention. Elle était juste intervenue tranquillement, précisément, et avait touché une partie de lui qu'il avait enterrée il y a longtemps, la partie qui se souvenait de vouloir marcher non pas par fierté, mais pour lui-même. Elle regarda l'attelle. Nous pouvons essayer la thérapie de station debout statique avec des barres parallèles, 30 secondes par jour, juste le support de poids. Ensuite, nous verrons. Il détourna le regard. Vous ne savez pas ce que ça fait de tomber devant une pièce pleine de soldats qui vous saluaient autrefois. Je le sais, dit-elle, sa voix plus basse maintenant.
Pas physiquement, mais je sais ce que ça fait d'être ignoré, de se faire dire de ne pas se donner la peine. J'ai été rejeté toute ma vie. Il se retourna lentement. Elle hocha la tête vers le gymnase. Donnez-moi 30 jours. Si j'échoue, vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Il l'étudia. Chaque instinct en lui hurlait de protéger le peu de fierté qui lui restait. Mais quelque chose à l'intérieur, quelque chose de profond était en train de changer, et il n'a pas dit oui. Mais il n'a pas dit non. Au lieu de cela, sous le regard silencieux du terrain, il hocha la tête, juste une fois. La soldate de première classe Nyla Carter ramassa son sac et s'éloigna. Mais ce signe de tête, ce fut le premier pas. Le lendemain matin, juste après 6 heures, le général Strickland entra en fauteuil roulant dans l'aile de rééducation du gymnase de la base. L'endroit était largement inutilisé depuis sa blessure. La poussière s'accrochait à l'équipement comme un souvenir. Personne ne le salua, non par manque de respect, mais parce que personne ne s'attendait à ce qu'il vienne, sauf une personne. La soldate de première classe Nyla Carter était déjà là, manches retroussées, barre nettoyée, cordon de tension déballé, et son expression concentrée. Elle ne salua pas lorsqu'il entra. Il lui avait dit de ne pas le faire. « Les attelles sont chaudes et prêtes, dit-elle, hochant la tête vers les barres parallèles rembourrées. 30 secondes. C'est tout ce que nous visons aujourd'hui. » Le général ne répondit pas. Il roula simplement vers l'avant et verrouilla son fauteuil. Nyla se plaça à ses côtés, attachant des stabilisateurs à ses cuisses et à ses mollets avec une précision clinique. Ses mains bougeaient sans hésitation, son ton ni doux ni sévère, juste régulier. « Dites-moi si quelque chose ne va pas, dit-elle. « C'est déjà le cas, marmonna-t-il. Mais il la laissa le soulever quand même. Le bras de Nyla autour de son dos et les attelles maintenant ses genoux. Strickland agrippa les barres. Nyla resta proche, épaule contre épaule, ancrant son côté comme un pilier vivant. « Très bien, murmura-t-elle. Maintenant, supportez le poids. Juste bouger. » Ses bras tremblaient. La douleur apparut derrière ses yeux, mais il ne la prononça pas. Elle la vit quand même. Continuez de respirer. Ses pieds restèrent plantés, mais ses genoux commencèrent à tenir. 30 secondes passèrent. Elle n'encouragea pas, ne compta pas à voix haute, se contenta de respirer avec lui, restant ancrée, stable. À 30 secondes, elle se pencha. « Maintenant, asseyez-vous, monsieur. » Il retomba dans le fauteuil, trempé de sueur, non pas d'effort, mais d'avoir confronté chaque peur enfouie dans sa colonne vertébrale. Elle s'agenouilla devant lui. « Vous l'avez fait. » Il regarda ses jambes. « Je n'ai pas bougé. »« Vous vous êtes tenu debout. Vous avez supporté votre propre poids, » dit-elle, retirant doucement les sangles. « Votre corps s'est souvenu. » Jour après jour, ils se rencontrèrent. Certains matins étaient pires que d'autres. Il y avait des jours où la douleur montait en flèche. Des jours où il maudissait à voix basse. Elle ne disait rien. Elle lui tendait juste une serviette et l'aidait à réessayer. Mais lentement, ce qui avait commencé comme 30 secondes devint 1 minute, puis 2. Au bout de la 3e semaine, ses mains ne tremblaient plus autant. Il pouvait déplacer son propre poids vers l'avant. Au jour 21, Nyla recula légèrement et le regarda se stabiliser sans son contact. Cette nuit-là, seul dans ses quartiers, le général Strickland se regarda dans le miroir. Son visage était plus fin, ses épaules plus définies. Mais ce n'était pas son corps qui le surprenait. C'était son expression. Il y avait de la vie dans ses yeux à nouveau. Au bout de la 4e semaine, ils cessèrent de compter les secondes. Ils commencèrent à compter les pas. 2 le premier jour, assisté, maladroit. Puis 4, puis 6. Un matin, Nyla entra dans le gymnase et trouva les attelles déjà mises. Strickland se tenait au bord des barres, attendant. Elle cligna des yeux. Il leva la tête. « Vous êtes en retard, soldat. » Elle sourit. « Monsieur, je suis là juste pour observer. » Ce jour-là, il fit 10 pas entre les barres. Le personnel du gymnase, autrefois indifférent, s'arrêtait maintenant pendant les entraînements pour jeter un coup d'œil. Quelques-uns applaudirent même doucement. La nouvelle se répandit. Au moment où la fin du mois arriva, ils tinrent une petite cérémonie sur le terrain, la même parcelle d'herbe où tout avait commencé. La plupart des soldats pensaient qu'il s'agirait d'une autre remise de grade. Au lieu de cela, ils restèrent stupéfaits lorsque le général Strickland avança en fauteuil roulant, verrouilla ses roues et, avec effort, se tint debout. Pas de barre, pas de cordon, juste sa canne et sa main.
Il fit un pas complet vers l'avant, se tourna vers les hommes et salua. Le silence enveloppa le terrain. Puis il se brisa. Des acclamations éclatèrent, plus fortes que n'importe quelle remise de diplôme. Certains soldats pleuraient ouvertement. D'autres scandaient son nom. Mais Strickland ne regarda qu'une seule personne, Nila. Il s'avança vers elle, lui tendit sa canne et se tint droit, tremblant, mais fier. « Vous ne m'avez pas seulement aidé à me tenir debout, dit-il. Vous m'avez rappelé qui j'étais avant la chaise. » Elle hocha la tête. « Il était toujours là, monsieur. Il avait juste besoin de permission. » Il plongea la main dans sa veste et en sortit une petite décoration métallique. « Les civils ne la connaissent pas, dit-il. Mais elle est décernée aux soldats qui restaurent quelque chose de brisé. » Il l'épingla sur sa poitrine. « Pas mon corps, ajouta-t-il, la voix tremblante. Mais ma volonté. » Elle retint ses larmes, mais sa voix était forte. « Je ne suis pas venu pour vous réparer. Je suis venu pour vous rappeler que vous n'aviez pas fini. » Ils se tenaient là, soldats et commandants, deux uniformes de mondes différents, liés non par le grade, mais par la conviction, et derrière eux, un champ plein d'hommes se tenait plus droit, plus fier, parce qu'ils avaient été témoins de l'impossible. Non pas un homme qui remarche, mais un homme qui choisit de le faire. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de lui donner un pouce levé et de cliquer sur le bouton s'abonner pour plus de récits émouvants, dramatiques et inattendus. Et dites-nous dans les commentaires, d'où dans le monde regardez-vous? Nous aimons avoir de vos nouvelles. Jusqu'à la prochaine fois, restez gentils, restez curieux et continuez de regarder.